Une start-up, une entreprise, une levée de fonds, une licorne. Grammaticalement, l'entrepreneuriat est féminin. Financièrement, ce n'est pas le cas. L'accès aux fonds d'investissement est profondément inégalitaire. Comme dans les autres domaines, c'est une faute économique et sociale intenable. Alors que nous cherchons sans cesse à relancer notre économie, il est une source inexploitée de création de richesse et de croissance économique, les femmes. Notre pays n'aura jamais les moyens de ses ambitions si nous persistons à entretenir un écosystème non mixte et sexiste. Ce sont avec ces mots que Sista est né le 23 décembre 2018. Publié dans une tribune sur Les Échos, une tribune portée par une vingtaine de femmes entrepreneurs de la tech. On trouvait parmi elles Céline Lazorte, Tatiana Jama et Valentine Delestéry, qui sont devenues les fondatrices de Sista, mais aussi Stéphane Palaise, Nathalie Bala, Agathe Vautier et bien d'autres. Après ce petit retour historique, il est temps pour moi de vous souhaiter la bienvenue. La bienvenue et vous dire merci à tous, fonds d'investissement, de vous être rendus disponibles aujourd'hui pour nous rejoindre, pour faire le point après 3 ans, après la signature de la charte Sista, pour nous retrouver aujourd'hui et échanger ensemble sur ce qui a changé et ce qui va changer. Je profite de cette prise de parole pour remercier mon équipe. Nous sommes 3 aujourd'hui permanentes chez Sista. Donc avec Marie et Marietta, que vous connaissez certainement déjà, nous vous accompagnons au quotidien et nous essayons de porter les valeurs de Sista chaque jour. Mais Sista, ce n'est pas seulement nous 3, loin de là, parce que du travail, il y en a. C'est aussi 30 bénévoles qui mettent leurs capacités, leurs skills à notre disposition au quotidien. Et pour ça, on ne les remerciera jamais assez. Et du coup, j'en profite pour remercier très personnellement Delphine, Clara, Florent, Alice et Natacha, qui aujourd'hui vous ont accueillis et restent ici pour toute la soirée avec nous. Je remercie également Station F et plus particulièrement Roxane Varza, qui nous en fait la générosité de nous accueillir dans ces lieux aujourd'hui. Station F est un lieu emblématique de la tech, mais pas seulement emblématique. C'est aussi un lieu profondément impliqué. C'est un lieu profondément engagé. Station F, ce sont 41,5% de femmes entrepreneurs dans ces locaux. C'est un beau chiffre, c'est un chiffre rare. Station F, c'est aussi 2 programmes dédiés aux femmes entrepreneurs, et notamment le premier programme de Femtech. Je remercie également Cogix. Cogix, c'est notre partenaire qui nous accompagne sur tout le contenu lié au biais cognitif. Les Investor Relay de cette salle les ont déjà rencontrés cet après-midi lors d'ateliers dédiés à la réflexion autour des biais cognitifs. Benoît, qui interviendra juste après moi, fait aussi partie de Cogix. Voilà, donc nous en sommes là. Sista, ce sont des bénévoles, une tribune publiée en 2018 et surtout une charte publiée en 2019. Cette charte a été signée par 56 fonds d'investissement, par 22 grands groupes pour notre charte CVC et par 53 acteurs de l'accompagnement des startups pour notre charte d'accélérateur. Tous ces acteurs se sont engagés ensemble, conjointement, à atteindre d'ici à 2025 25% de financement dans leur portefeuille à destination des femmes. Sista, vous le savez, ce sont des tribunes, c'est une charte, mais c'est aussi de la data pour mesurer tout ça. Notre mantra, tout le monde le connaît maintenant, compter les femmes pour que les femmes comptent. C'est important. C'est ce qui valide nos actions et ce qui nous fait valider ce qui sera bon pour demain. Depuis 3 ans déjà, nous avons un partenariat
emblématique avec le BCG, et nous publions notre maintenant désormais fameux baromètre sur l'investissement des femmes. Mars 2022, notre dernier baromètre, a montré que désormais, les investissements se font en faveur des équipes mixtes, ce qui est une excellente nouvelle, puisque désormais, une entreprise fondée par un homme et une femme a 1,5 fois plus de chances d'être financée parce que les fondateurs sont une équipe mixte. 24% désormais des entreprises créées en 2021 ont été fondées ou cofondées par des femmes. C'est 9 points de plus, que notre premier baromètre datant d'il y a 4 ans. À ce rythme-là, nous avons la joie de pouvoir envisager une parité totale d'ici à 2055 contre 2090, ce qui était initialement prévu par notre baromètre il y a 4 ans. Ces bonnes nouvelles sont à nuancer, car malheureusement aujourd'hui, encore 88% des fonds levés le sont à destination d'équipes 100% masculines. C'est pourquoi des journées comme aujourd'hui sont très importantes. Elles nous permettent de nous souvenir de nos engagements, de nous réengager, de nous engager si on ne s'est pas engagé il y a 3 ans, et surtout de poser ensemble les bases d'un investissement plus inclusif pour les années à venir. Sista, vous le savez, n'a qu'une seule mission, mais cette mission est grande. Faire émerger une génération de leaders diversifiés en réduisant les écarts de financement qui existent entre les hommes et les femmes entrepreneurs. Et pour cela, nous avons besoin d'alliés, nous avons besoin de vous. Vous êtes des investisseurs, vous êtes donc les décideurs. C'est vous qui allez décider à quoi ressemblera l'écosystème start-up de demain. Nous avons besoin d'alliés engagés et c'est pour ça que nous vous réunissons aujourd'hui. Cette année, 27 fonds d'investissement nous ont fait confiance en devenant Sista Investor Relay. Ces fonds d'investissement qui ont clairement essuyé les plâtres d'une première promotion de Sista Investor Relay ont répondu à notre nouvel appel et se sont réengagés cette année, à nouveau à nos côtés. Nous espérons encore pouvoir accueillir de nombreux autres fonds d'investissement dans notre communauté, car il y a clairement de la place pour tout le monde. Chez Sista, nous sommes formels et les études le prouvent. Diversité égale profitabilité. Les entreprises ayant 30% de femmes fondatrices au sein de leur entreprise sont 2,5 fois plus rentables. Alors pourquoi sont-elles si peu financées? Nous le savons, nous l'avons identifié et nous avons conscience qu'il n'y a pas une solution. Il s'agit d'un problème structurel, multicausal. Néanmoins, il y a une cause qui a été identifiée. Il s'agit des biais cognitifs. Les biais cognitifs qui impactent au quotidien chacune de nos décisions et qui, vous, en tant qu'investisseur, vous impactent dans votre décision de financement. C'est pourquoi une grande partie des actions de Sista auprès des fonds d'investissement est liée aux biais cognitifs. Et c'est la raison pour laquelle nous allons poursuivre cette soirée avec une prise de parole à ce sujet. Je vais terminer en vous rappelant le déroulé des prochaines minutes et heures que nous allons passer ensemble. Donc, juste après ma prise de parole, Benoît Taubé, docteur en cognition sociale, prendra la parole. Elle sera suivie de Monsieur le ministre Jean-Noël Barrot, chargé de la transition numérique et des télécommunications. Un panel d'investisseurs en présence de Monsieur le ministre sera ensuite animé par Tatiana Jama. Marie-Pierre Ixin, députée de l'Essonne et porteuse du projet de loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle, prendra ensuite la parole. Et je clôturerai la journée en compagnie de Valentine de Lesteri, cofondatrice de Sista, sur les prochaines actions de Sista pour l'année à venir. Je vous remercie 1000 fois d'être là au nom de toute l'équipe Sista. Alors, je
Voilà, on en arrive à moi. Alors, bonsoir. Alors, je suis ravie d'être ici. Alors, en effet, je vais vous parler un peu des stéréotypes de genre et qui sont reliés à la question des biais cognitifs, en fait, dans les procédures de financement. Alors, pour démarrer cette conférence, je vais vous inviter à vous connecter à WooClap. Alors ici, on ne capte pas, vous ne devez pas capter au niveau de vos téléphones, mais par contre, je vous invite à vous connecter sur le réseau Station F Guest. Et avec vos téléphones, vous pouvez vous connecter donc à WooClap et puis entrer le code qui est inscrit ici. Et vous allez voir, donc normalement, une question s'afficher qui est la suivante. Dans quelle mesure êtes-vous en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes? Et je vous invite à répondre. Alors, on devrait voir s'afficher en effet la question. Alors, pour l'instant, on a 32 réponses, 34 réponses, ça monte. 41 réponses. Ah non, alors j'ai 42 personnes connectées, 30 réponses. On avance. Alors, je vous invite à valider vos réponses. On voit que ça bouge encore un tout petit peu. Je vais quand même élaborer un peu, réfléchir à ça. Donc, quand on vous pose la question, finalement, dans quelle mesure êtes-vous en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes? Quand on regarde vos réponses, alors on a une personne, semble-t-il, qui n'est pas favorable, et donc la conférence n'est peut-être pas tout à fait adaptée à la personne. Mais par contre, on a une très grande majorité d'entre vous qui est plutôt favorable ou tout à fait favorable à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc ça, c'est plutôt un bon point de départ. Et effectivement, ces valeurs-là d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est des valeurs qui sont quand même très partagées, en tout cas par les Français. C'est très partagé, c'est des valeurs que porte l'État français également, et donc c'est des valeurs qui sont relativement importantes pour les individus. Et donc la question qu'on peut se poser, on va revenir sur le diaporama. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est que finalement, on est tous porteurs, on adhère à ces valeurs égalitaires. Et le constat qu'on fait malgré tout, c'est qu'il existe toujours des disparités entre les femmes et les hommes. D'accord? Et donc le constat, si on va regarder un petit peu dans les fonds d'investissement, mais il y a des phénomènes un peu généreux, c'est-à-dire qu'on sait que sur les disparités entre les femmes et les hommes, globalement sur la question de l'accès à l'éducation, si on élargit un peu le spectre, en Europe de l'Ouest en tout cas, sur la question de l'éducation ou l'accès à la santé, on n'a quasiment plus de différence, donc on voit que les choses évoluent. Mais par contre, sur la question de la participation économique et dans la sphère politique, eh bien, on a encore des fossés ou des disparités qui sont extrêmement importantes. Ici, quand on voit sur la question des fonds d'investissement, vous pouvez voir qu'on a, vous connaissez ces chiffres, j'imagine, mais je vous les remets ici, qu'on a 88% des montants totaux levés par les startups. Ici, c'était donc plutôt en 2021. Qui est pour les équipes 100% masculines. Après, on a une petite minorité pour des fonds pour les équipes mixtes. Et puis enfin, les équipes féminines, n'en parlons pas. Ces données-là, elles sont globalement cohérentes. Donc ici, c'est des données qui sont issues de la recherche, donc qui sont un peu anciennes, qui datent de 2011 à 2013. Mais vous savez que le temps de la recherche est un peu long. Où on peut constater ici qu'on a, pour les équipes mixtes, à peu près 15% des investissements. Donc ça, ici, c'est une étude qui a été menée aux États-Unis. Pour les équipes mixtes. Alors pourquoi est-ce que je vous présente ces données-là? C'est que finalement, on est face à une espèce de paradoxe, c'est-à-dire qu'on adhère à des valeurs, on est pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et pour autant, on a bien du mal, finalement, dans les faits concrets, à réaliser cette chose-là sur le terrain, particulièrement dans cette sphère qui est la participation économique, dont vous faites partie au niveau des fonds d'investissement. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, je vais essayer de vous embarquer avec moi dans cette histoire, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que finalement on n'arrive pas à relier, à rejoindre finalement nos valeurs et ce qui se passe réellement sur le terrain et la réalité en fait des faits. Alors, on a donc ici nos fonds d'investissement et nos entrepreneurs, donc nos investisseurs et nos entrepreneurs. Ces investisseurs et ces entrepreneurs, ils ne sont pas exempts de la société, c'est-à-dire qu'ils sont insérés dans une société qui a une réalité.
Cette société, elle a évidemment une histoire, elle a des lois, c'est-à-dire que de manière historique, en fait, la société française, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, la société française est très associée, enfin, a été pendant longtemps, en fait, la question de l'argent, de la finance, l'accès à la finance a été très majoritairement dominée par les hommes, cette question-là, et les femmes sont arrivées assez tardivement pour insérer ces sphères-là. Les femmes, pour votre information, ont eu le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari en 1965, donc vous voyez que c'est extrêmement récent sur l'histoire de l'humanité. Et finalement, cette histoire, on la porte, et vous, en tant que fonds d'investissement, vous portez cette histoire, et c'est l'histoire de notre société. Et cette histoire-là fait que nous vivons également dans une société qui est très genrée, c'est-à-dire qu'il suffit de vous demander en fait pourquoi est-ce qu'autant de gens, autant de parents veulent connaître le sexe de leur enfant avant qu'il ne naisse. Tout simplement parce qu'on projette en fait des choses sur l'enfant qui va naître, à savoir est-ce que ça va être une fille ou un garçon. On projette des choses et des avenirs différents, et on sait très bien que le destin de l'enfant ne va pas être tout à fait le même si on est en tant que fille ou si on est en tant que garçon. Et cette société genrée fait qu'on est plutôt orienté vers certaines sphères si on est une fille ou vers certaines sphères si on est un garçon. Et ce qui nous conduit à avoir, c'est souvent une des choses qui est très mise en avant au niveau des fonds d'investissement, d'avoir trop peu de femmes candidates, et c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Maintenant, la question ici, c'est qu'effectivement, on a toute cette question du poids, si on peut dire sociétal, qui pèse sur les investisseurs et les entrepreneurs. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est finalement quelle est votre marge d'action, vous, en tant que fonds d'investissement, quelle marge de manœuvre vous avez. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir révolutionner la société, ça c'est sur un temps long, mais par contre, dans vos procédures, vous avez des marges de manœuvre, et c'est tout aussi erroné de penser qu'on ne peut rien faire, et de rester à ne pas mettre en place des actions au niveau des fonds d'investissement et des procédures. Eh bien, c'est tout de même erroné, parce que finalement, si on a très peu de femmes, on n'a pas d'égalité en tout cas entre les femmes et les hommes au niveau des financements, eh bien, ce n'est pas uniquement lié à ces causes. Il y a aussi une partie des causes qui est maîtrisable et qui est celle des biais cognitifs. Et c'est ce qui va nous occuper maintenant. Alors, quand les fonds d'investissement en fait, vont essayer de chercher à prendre une décision de savoir est-ce qu'on va donner de l'argent à cet entrepreneur, eh bien, finalement, votre évaluation, elle porte d'une part sur le marché, la question des chiffres, des résultats, etc. Donc ça, c'est des choses que vous maîtrisez parfaitement, que moi, je ne maîtrise absolument pas, donc je ne vais pas intervenir du tout là-dessus. Mais vous allez également évaluer de l'humain, c'est-à-dire vous allez essayer de voir dans quelle mesure est-ce que la personne que j'ai en face de moi va être en capacité finalement de gérer une entreprise, d'innover, d'être capable de mener cette entreprise jusqu'à ce que vous souhaitez vous. Et donc finalement, vous évaluez ici de l'humain. Et en général, évaluer l'humain, mais ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas quelque chose parce qu'on n'a pas des chiffres, on n'a pas de données chiffrées pour évaluer l'humain. Et donc la question qu'on va se poser ici, c'est quand on évalue un être humain, finalement, est-ce que cette évaluation-là peut être soumise à la question au genre, excusez-moi. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de se poser cette question au travers d'études scientifiques qui ont été menées. Donc on en a un certain nombre dans les fonds d'investissement, même si ces études, elles commencent à arriver. On n'en a pas encore de manière massive, mais en tout cas, elles font relativement écho à tout un pan de recherche qu'il y a sur les études de l'impact du genre en fait, dans les process à l'intérieur des organisations. Alors ici, c'est une étude qui a été menée avec les données de la TechCrunch aux États-Unis, que vous connaissez probablement mieux que moi. Et cette étude, elle a été menée en 2018. Et en fait, ce qu'ont fait les chercheurs ici, ils se sont demandé finalement, est-ce que le genre, c'est-à-dire est-ce que j'ai en face de moi une femme ou un homme en tant qu'entrepreneur, peut influencer la manière dont je vais interagir avec cette personne. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris, sur 6 ans, c'était de 2010 à 2016, ils ont pris les pitchs et les sessions questions-réponses qu'il y avait juste après, de 189 entreprises. D'accord ? C'était des pitchs et des sessions questions-réponses qui ont été filmées. Donc, en fait, ils ont récolté l'ensemble de ces données. Et puis, ils ont regardé si, finalement, déjà, dans un premier temps, est-ce que le fait d'être une femme ou un homme influençait les montants obtenus.
Et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'effectivement, quand on avait des entrepreneurs hommes, eh bien, ils percevaient, ils touchaient, ils arrivaient à avoir des financements qui étaient plus importants que ceux des femmes. Alors, évidemment, à qualité égale de start-up ou de dossier, il n'y avait pas de différence dans les besoins en capitaux, etc. Les choses ont été lissées. Donc ce que se sont posés les chercheurs comme question, c'est finalement, alors comment est-ce que ça peut se passer? Est-ce que finalement, dans l'interaction qu'on a, il peut y avoir une différence? Alors ce constat, il est cohérent avec les données qu'ont récoltées Systin. Vous voyez ici qu'il y a une différence en fait sur le financement moyen par année entre, ici on n'est même pas dans les équipes 100% féminines, on est dans les équipes mixtes versus les équipes 100% masculines. Et alors ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont regardé les questions que les investisseurs posaient aux candidats et aux candidates. Et en fait, ils ont codé ces questions en fonction du focus qu'elles avaient. C'est-à-dire qu'il y a une théorie qui s'appelle, c'est un peu barbare, la théorie du focus régulatoire, qui nous indique que quand on est orienté vers un but, donc ici rechercher un entrepreneur, savoir si on va investir ou pas, eh bien on a en gros deux types de motivation. C'est-à-dire que d'une part, on va être orienté plutôt sur la question de ce qu'on appelle la promotion, c'est-à-dire qu'on va chercher à savoir si on va obtenir des gains, est-ce qu'on va avoir plus de croissance, etc. Et puis un autre type qui est d'éviter les pertes. C'est-à-dire qu'on va être là plutôt orienté sur ce qu'on appelle de la prévention, on va prévenir les risques. Et donc, pour la promotion, on va poser des questions plutôt du type « Comment voulez-vous acquérir des clients ?» et sur la prévention, plutôt des questions du type « Quelles sont les garanties que vous avez contre ça ?» Donc, vous voyez bien l'évitement des risques versus « Je vais avoir plus potentiellement de bénéfices ou de croissance ». Et en fait, ce que les chercheurs ont montré, c'est qu'ils ont donc fait coder ces questions par des juges indépendants. Il y a tout un protocole en fait, scientifique qui est respecté pour qu'il y ait une certaine neutralité, puisqu'ils ont constaté qu'effectivement, aux hommes entrepreneurs, on leur posait plus des questions orientées vers la promotion, avec aussi des questions vers la prévention, bien sûr, mais des questions plutôt orientées vers la promotion, et aux femmes, plutôt des questions orientées vers la prévention. Et ce qui était intéressant dans cette recherche, c'est qu'ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont regardé finalement, mais comment est-ce qu'on répond face à ce type de questions? Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'ils ont fait toujours la même chose, ils ont codé en fait les réponses, cette fois-ci des entrepreneurs. Et ce qu'ils ont montré, c'est que quand on avait plutôt des questions orientées vers la promotion, on répondait par des réponses orientées vers la promotion. Et quand on avait des questions plutôt orientées vers la prévention, alors on répondait plutôt avec des questions vers la prévention. Ce qui fait qu'on était beaucoup plus mis en valeur, finalement, quand on a des questions qui sont tournées vers la promotion. Et ce qui nous conduit à obtenir des financements plus importants. Et ce qui était intéressant également, c'est que ces chercheurs se sont dit, mais finalement, est-ce qu'on a un pouvoir d'action là-dessus? Est-ce qu'on peut y faire quelque chose à ça? Et ce qu'ils ont montré, en fait, alors ça, c'est vraiment dans une étude, ils ont pris des investisseurs, des fonds d'investissement, et puis ce qu'ils ont regardé, ils ont fait une expérimentation en laboratoire, etc. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait, alors je n'ai pas le pointeur, mais vous voyez sur la droite, c'est les seed investors, donc c'était des seed investors, et en fait, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont constaté, c'est que finalement, quand on répondait vraiment avec le focus de promotion, quand on avait une question orientée vers la prévention, alors les fonds étaient plus importants. Donc ça veut dire que finalement, selon la manière dont on module les réponses ou dont on répond, ou selon comment on pose les questions, eh bien finalement, on peut faire jouer ces différences de montants qui vont être obtenues. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ça? Alors évidemment, toutes les recommandations ou les orientations que je vais vous donner, ce n'est pas des choses à prendre de manière très rigide, parce que les choses sont souvent expérimentées en laboratoire ou sur le terrain, mais les terrains ne sont jamais exactement les mêmes. Donc l'idée, c'est plutôt de venir piquer un peu des idées pour vous les approprier dans vos fonds et pouvoir vous les appliquer en fonction de votre système à vous, votre fonctionnement à vous, votre fonctionnement propre, et d'essayer pour voir si ça peut fonctionner. Donc une des recommandations, c'est très simplement, c'est des recommandations qui sont très simples, mais c'est de préparer les questions. C'est-à-dire d'avoir en amont, savoir quelles questions vous allez les poser, potentiellement les tester auprès de personnes diverses pour être sûr que les questions, elles sont potentiellement pas biaisées, donc d'avoir un panel en fait d'expérimentateurs, je dirais, ou d'expérimentatrices surtout aussi.
Et l'important également, c'est de déterminer les critères d'évaluation des réponses des entrepreneurs. C'est-à-dire que très souvent, on va poser les questions, mais finalement, quels sont les critères? À partir de quand on décide qu'on va lui mettre une note de 9 sur ce critère ou on va lui mettre une note de 2? À partir de quel moment la personne est bonne ou la personne est moins bonne, etc., etc. Et l'idée ici, c'est bien de dérouler, de préparer ces questions en gardant un focus qui soit très rigide, enfin, pas très rigide, mais de suivre en fait la ligne de vos questions, quel que soit l'entrepreneur. Alors ça peut paraître un peu surprenant potentiellement pour la personne qui va être le candidat ou la candidate, mais vous pouvez très bien expliquer votre démarche, expliquer pourquoi est-ce que vous faites ça, et essayer de suivre cet ordre de questions. Alors l'idée ici, c'est pas d'être rigide, hein. Et on sait que ça, le fait de préparer des questions et d'avoir des entretiens qu'on appelle semi-structurés, c'est une stratégie qui fonctionne plutôt bien. Maintenant, je voudrais vous présenter une autre étude qui s'intéresse à l'attitude entrepreneuriale. C'est-à-dire que vous, en tant que fonds d'investissement, en tant que VC, vous avez en fait quand même une représentation, finalement une image de ce que vous attendez de ce que c'est être un bon entrepreneur, un ou une bonne entrepreneur. Et ce que la littérature montre globalement, mais j'ai l'impression que c'est plutôt cohérent avec les échos que j'ai eus de vos témoignages, c'est que finalement, une bonne attitude entrepreneuriale, c'est d'avoir une capacité d'innovation, une capacité à prendre des risques, une forme d'agressivité dans le sens de la compétition, hein, une appétence à la compétition, de l'autonomie, de la proactivité. Ici, ça ne veut pas dire que ces caractéristiques-là, elles prédisent la performance, hein. C'est plutôt l'idée que c'est ce à quoi on s'attend d'une bonne attitude entrepreneuriale. Et ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils sont allés récupérer en fait des rédactions de projets, enfin des descriptions d'entreprises de candidats en fait de candidats et de candidates à des fonds d'investissement suédois. Donc ils ont récupéré 131 projets. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont codé, en fait, avec un logiciel un peu barbare, ils ont été codés les mots qui étaient utilisés pour décrire finalement la start-up et l'ambition qu'elle avait, etc. Et ils ont fait un codage de telle manière qu'ils ont été capables de déterminer certains projets ou certains descriptifs qui étaient plutôt qui décrivaient, qui montraient des signes d'attitude entrepreneuriale plutôt faibles, et d'autres des signes d'attitude entrepreneuriale plutôt forte à partir de mots-clés. En fait, ils avaient une liste de plus de 200 mots, en fait, et ils sont allés classer les candidatures comme ça. Et ce qu'ils ont constaté, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, donc sur la gauche, au niveau de l'attitude entrepreneuriale faible, c'est-à-dire quand on détectait dans cette rédaction de projet, cette description de l'entreprise, une attitude entrepreneuriale faible, et bien vous voyez que finalement, entre les femmes et les hommes, il n'y a pas tellement de différence dans le montant des financements qui ont été obtenus. Donc finalement, quand on est indéniablement faible, finalement, il n'y a pas tellement de discussion sur la question du genre. Maintenant, c'est là toute la perversion de ces biais cognitifs, en fait, c'est que où est-ce que ça se joue? Eh bien, c'est quand on montre une attitude entrepreneuriale forte. Vous pouvez voir ici que les hommes obtiennent plus de financement parce qu'ils présentent une attitude entrepreneuriale forte. En revanche, les femmes, elles obtiennent d'une part moins de financement que les hommes, mais aussi, vous voyez, elles obtiennent moins de financement que quand elles ont une attitude entrepreneuriale faible. Et donc, ce que cette étude, elle fait pressentir, hein, c'est l'idée que finalement, quand on est une femme et qu'on montre une attitude entrepreneuriale forte, eh bien, on est comme un peu puni, finalement, de montrer ces caractéristiques-là. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail de comprendre comment est-ce que cela est possible. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que les fonds d'investissement ne veulent pas qu'il y ait de femmes, quoi, ne veulent pas. Alors, ce n'est pas mon sentiment, étant donné que je vous ai posé la question au départ, ce n'est pas le sentiment. Donc, en fait, l'idée ici, c'est plutôt d'essayer de comprendre pourquoi, finalement, ces choses-là peuvent arriver, alors même que les fonds d'investissement, les investisseurs et investisseuses sont plutôt sincères dans leur démarche de volonté d'aller vers plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, pour rentrer un peu dans le détail et les mécanismes en fait, de notre cerveau qui peuvent nous amener à avoir ce type de prise de décision en fait, qu'on appelle vraiment biaisée, eh bien, en fait, faut se représenter quand même quand on rencontre une personne, finalement, une personne qu'on ne connaît pas. Ces personnes-là, ce ne sont jamais des pages blanches, en fait. On est capable d'extraire certaines informations à partir du moment où on rencontre la personne de manière extrêmement rapide. C'est-à-dire que notre cerveau place finalement un peu les gens dans des boîtes en quelques millisecondes.
C'est-à-dire qu'on est capable, on est capable de détecter l'origine ethnique, le genre, l'âge, en quelques millisecondes. Vous pouvez voir ici sur ce graphique, donc ici c'est une expérience qui a été faite un peu barbare, hein, on met un scalp sur la tête des individus, des personnes, des participants, et puis vous avez une onde ici, qui est une onde qui mesure la tension. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, on a une toute petite différence, ça paraît très minime, mais vous avez un espèce de pic en bas, autour des 180 millisecondes, qui se déclenche différemment pour les hommes et les femmes. Ça veut dire que finalement, notre cerveau détecte le fait que j'ai en face de moi une femme ou j'ai en face de moi un homme. Et cette catégorisation, finalement, eh bien, elle n'est pas sans conséquence, et elle n'est pas sans conséquence sur la manière dont, finalement, on va penser les choses, dont on va évaluer les choses. C'est-à-dire qu'à ces catégories, à ces groupes sociaux, donc aux femmes et aux hommes pour ce qui nous occupe aujourd'hui, eh bien, on va leur associer un certain nombre de stéréotypes. Alors les stéréotypes, vous avez toutes et tous entendu ce mot, c'est un mot qui est extrêmement utilisé. Je me permets juste de redéfinir un peu les choses, parce que comme tout mot très utilisé, on ne sait pas toujours de quoi on parle, et si je vous demandais la différence entre stéréotype et préjugé, vous auriez peut-être un peu des difficultés à me dire quelle est la différence. Donc les stéréotypes, c'est vraiment des croyances sur les membres des groupes qui sont généralement partagées par un ensemble de personnes. Je tiens à vous préciser que ce n'est pas parce qu'on connaît des stéréotypes qu'on y adhère. C'est-à-dire, si je vous demandais quels sont les stéréotypes qui sont très typiquement associés aux femmes, ben, vous me diriez probablement la gentillesse, le care, le fait de prendre soin. Et pour les hommes, vous me diriez plutôt, c'est un peu la compétition, l'agentivité, la confiance en soi. Et donc, tout ça, ce sont des stéréotypes, hein, c'est des stéréotypes culturels qu'on acquiert au fur et à mesure de notre socialisation. Sauf que ces stéréotypes, ils ont un impact sur la manière dont on interagit, quand bien même on n'y adhère pas. Et c'est toute la difficulté, c'est ce qu'on va voir par la suite. Et donc, on possède tous ces stéréotypes, parce que globalement, on a tous grandi. Alors, on partage les mêmes stéréotypes si on a grandi dans la même culture. Et donc, on possède tous ces stéréotypes. Je ne sais pas si je vais peut-être passer, j'avais une petite vidéo, mais je vais peut-être la passer parce que je ne suis pas sûre d'avoir le temps. C'est un sketch de Florence Foresti. Mais je vais passer parce que les humoristes, en fait, ils utilisent beaucoup la question des stéréotypes pour faire rire les gens, en fait. Parce qu'ils savent très bien qu'ils font appel à des représentations que tout le monde connaît. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à rire, finalement, de certaines caractéristiques qu'on voit comme étant très extrêmes. Et donc, on a souvent l'impression que les stéréotypes, finalement, c'est une espèce de mythe qu'on a. Mais notre cerveau, il les a enregistrés et il les utilise, en fait, malgré nous. Et donc, ces stéréotypes, c'est un mécanisme cognitif, en fait, qui est naturel au niveau de fonctionnement de notre cerveau, c'est-à-dire qu'il nous permet de simplifier, en fait, notre monde social. On évolue dans un monde social qui est extrêmement complexe, et en fait, pour simplifier ce monde social, eh bien, notre cerveau va faire des simplifications, tout simplement, et donc placer les gens dans les cases, leur associer des caractéristiques, et ça va nous permettre de mieux interagir en tout cas d'interagir avec les autres de manière facilitée. Si je vous donne un exemple, par exemple, les personnes âgées, les très âgées, elles ont plus de probabilité d'être sourdes qu'une personne jeune. Et donc, potentiellement, si je les stéréotype que les personnes âgées sont potentiellement plus sourdes, ou en tout cas sourdes, eh bien, ça veut dire que quand je vais m'adresser avec une personne âgée, je vais avoir tendance à hausser le ton assez spontanément. Il y a tout un tas de recherches qui montrent ça. Donc assez spontanément, on va hausser le ton. Par contre, pour la personne âgée qui est en face et qui, elle, n'est pas sourde, c'est fort désagréable parce qu'elle sait très bien, en fait, pourquoi est-ce que vous faites ça. Tout simplement parce que vous êtes basé sur des stéréotypes. Et ces stéréotypes, ils peuvent être positifs comme négatifs. C'est-à-dire que c'est particulièrement le cas pour ce qui nous occupe aujourd'hui, donc le sujet des hommes et des femmes. C'est-à-dire qu'on a des stéréotypes très ambivalents vis-à-vis des hommes et des femmes. On a des stéréotypes positifs, mais aussi des stéréotypes négatifs, c'est un petit peu les deux, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. La seule difficulté, le seul problème, c'est que dans le monde du travail, et notamment dans aux postes de top management ou dans le monde lié à l'argent, en fait, donc qui sont le milieu des fonds d'investissement, eh bien, les stéréotypes qui sont associés aux femmes, eh bien, les stéréotypes qui sont censés être positifs, eh bien, sont plutôt négatifs dans ce milieu-là, dans ce contexte-là. Alors, pour vous illustrer un peu ça, je vous propose une petite devinette. Alors, ce que je vais vous demander, c'est d'être extrêmement attentif, je vais vous la lire. Et ce que je vous demande, c'est de noter rapidement dans votre tête, hein, bien sûr,
la réponse spontanée qui vous vient à l'esprit et de ne pas donner la réponse tout de suite. D'accord ? Donc pour ceux qui la connaissent, je m'en excuse par avance. Alors, vous êtes bien prêts et prêtes ? On y va. Alors, un père et son fils ont été impliqués dans un accident de voiture dans lequel le père a été tué et le fils a été gravement blessé. Le père a été déclaré mort sur le lieu de l'accident. Le fils a été transporté en ambulance vers un hôpital voisin et est immédiatement transféré dans une salle d'opération d'urgence où se trouvent 2 chirurgiens. En voyant le patient, l'un des 2 s'écrie « Oh mon Dieu, c'est mon fils ! Comment pouvez-vous l'expliquer ?» Je vous laisse 5-10 secondes. Alors, est-ce que vous avez la réponse ? Je vous écoute, vous pouvez... je ne vous vois pas, mais je vous entends. Oui ? Alors, qu'est-ce que c'est la réponse ? C'est quoi ? Sa mère, c'est sa mère. Alors effectivement, la réponse, c'est sa mère. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est la première réponse, pour ceux qui ne connaissaient pas la devinette, est-ce que c'est la première réponse qui vous est venue spontanément à l'esprit ? Si c'était la première réponse qui vous est venue spontanément à l'esprit, levez la main. Ah, quand même, ça fait pas mal de monde. Et pour ceux qui... Et donc tout le reste, c'est pas la question d'un homme qui vous est venu à l'esprit. Vous n'avez pas eu à un moment un petit bug ? Est-ce que certains ont eu un espèce de bug à un moment d'essayer de trouver la réponse ? Oui ? Alors, je vous explique un peu pourquoi est-ce que je vous ai fait cette petite devinette. Eh bien, en fait, effectivement, la question en fait, qui se pose ici par rapport à la question des chirurgiens, en fait, eh bien, c'est que, pour vous expliquer un peu le mécanisme de pourquoi on peut avoir cette espèce de bug à un moment qui fait qu'on a du mal à aller retrouver la bonne réponse et on a besoin de réfléchir et de faire un effort, c'est parce que notre mémoire, en fait, elle stocke les informations en catégories, d'accord ? Donc, on a dans notre tête la catégorie des chirurgiens stockée dans notre mémoire. Et ces informations, en fait, elles sont reliées. Ces catégories, elles sont reliées à tout un tas d'informations que sont les stéréotypes. C'est-à-dire que dans notre mémoire, on a l'image quand même du stéréotype ou de la représentation stéréotypée du chirurgien qui serait plutôt un homme avec une blouse blanche d'environ 40-50 ans. Et finalement, lorsque on active, on rend saillant la catégorie chirurgien, eh bien, toutes ces informations, tous les stéréotypes qui sont reliés se déclenchent de manière complètement automatique, donc vous n'avez pas de pouvoir d'action là-dessus. Et lorsque ces informations, elles sont particulièrement saillantes dans notre cerveau, elles viennent finalement bloquer un petit peu le raisonnement. Et elles viennent influencer potentiellement la réponse qu'on peut avoir derrière. Et c'est par ce mécanisme, en fait, qu'on appelle les stéréotypes implicites, qu'on va pouvoir avoir un phénomène d'influence finalement de la manière dont on va prendre nos décisions, nos évaluations, etc. Je voulais juste vous présenter également cette recherche qui est cohérente avec ce que je viens de vous présenter. Dans cette étude, en fait, ce qu'on montrait aux participants, c'est on leur présentait 2 types de phrases. Le premier type de phrase, c'était des phrases qu'on appelle congruentes avec le stéréotype. Je vous donne un exemple. Après avoir tout repeint, il était épuisé. Pourquoi est-ce que c'est congruent avec le stéréotype ? C'est qu'on suppose que quelqu'un qui fait de la peinture, c'est un homme. Elle est babysitter et est très maternante. Et puis, il y avait d'autres types de phrases qui étaient des phrases incongruentes, donc incohérentes avec le stéréotype. Donc, à préparer la sauce tomate, puis s'est rasé, ou l'ingénieur attachait sa jupe, pensant avec l'idée présupposée que l'ingénieur, c'est plutôt un homme normalement, donc ça ne porte pas de jupe. Et ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont regardé, ils ont mis un scalp, comme tout à l'heure je vous montrais sur le cerveau des personnes, pour regarder comment est-ce que le cerveau réagissait finalement à ces types de phrases. Et ce que les chercheurs ont montré, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que les chercheurs ont montré, c'est que les phrases qui étaient incongruentes avec le stéréotype déclenchent le même type de réaction, les mêmes zones du cerveau, que les anomalies sémantiques. En fait, notre cerveau est capable de détecter des anomalies du type je vais couper ma viande avec un pinceau. C'est une anomalie sémantique, il y a quelque chose d'illogique là-dedans. Et bien finalement, quand on a des stéréotypes, quand on a des phrases qui sont incongruentes avec le stéréotype, eh bien on a notre cerveau qui nous dit mais non, mais il y a quelque chose qui ne va pas.
Et donc finalement, ce que ça veut dire, cette chose-là, c'est que dans notre cerveau, ces stéréotypes qui sont stockés sur les catégories, donc pour ce qui nous concerne ici, les femmes, ainsi que tous les stéréotypes qui y sont associés, quand bien même on n'y adhère pas, eh bien ils sont là en présence. Et en fait, ces stéréotypes, ils créent des attentes chez les individus. C'est-à-dire qu'on a des attentes sur la manière dont doit se comporter une femme, même si ce sont des attentes qui sont complètement implicites et très souvent très peu conscientes, ou conscientisées en tout cas. Et lorsque ces attentes, finalement, eh bien, elles sont respectées, comme dans le cas où on a une phrase où le stéréotype finalement est congruent, eh bien là on a tendance à préférer les choses, à évaluer un peu mieux, à avoir une espèce de préférence un peu spontanée. En revanche, quand on a ces attentes qui sont un peu contredites, comme dans le cas de nos stéréotypes incongruents, eh bien alors on va avoir des attentes un peu contrariées. Et donc on peut imaginer, si on fait le parallèle dans les fonds d'investissement, que dans les attentes des investisseurs, j'ai envie de vous inviter à vous questionner sur quelles sont vos attentes vis-à-vis de la représentation d'un ou d'une entrepreneur. Est-ce que finalement, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir à un moment des attentes qui soient très de type masculin, qui pourraient faire cette espèce de barrage finalement à la performance, par exemple, qu'une femme pourrait faire et qui pourrait venir orienter finalement votre évaluation de sa performance. Et donc finalement, ces stéréotypes, donc comme je vous l'ai expliqué, ils créent des attentes, ils entraînent potentiellement une réaction un petit peu plus négative, donc une évaluation négative, et puis ce que tout un tas de travaux, moi je vous montre à chaque fois, je vous illustre au travers d'une recherche, mais en fait c'est le reflet de centaines de travaux qu'il y a derrière. C'est une fois qu'on a pris la décision, on va avoir tendance à essayer de rationaliser et justifier notre décision par des éléments beaucoup plus factuels. Et donc pour illustrer cela, je vous propose rapidement une petite étude qui est assez parlante. Alors dans cette étude, alors suivez-moi bien parce qu'il faut un petit peu d'attention. Dans cette étude, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont proposé ils avaient en gros deux types de CV. Le premier type de CV, que vous pouvez voir à gauche, était un CV dans lequel on avait des diplômes moyens, mais par contre beaucoup d'expérience. Dans un autre type de CV, ce que vous pouvez voir à droite, on avait des diplômes plus, mais par contre moins d'expérience. D'accord ? Et ce qu'ont fait ces chercheurs, c'est qu'ils ont également fait varier le genre des personnes. C'est-à-dire que pour certains participants, eh bien, ils avaient le CV avec l'expérience, avec l'homme qui avait un diplôme. Donc on avait John qui avait plus de diplômes et moins d'expérience, et Jen qui avait moins de diplômes et plus d'expérience. Et puis pour d'autres participants, on leur proposait les CV de John et Jen, mais qui étaient différents, c'est-à-dire que dans cette situation-là, c'était la femme qui avait le plus de diplômes et moins d'expérience, et puis l'homme qui avait le moins de diplômes et le plus d'expérience. J'espère que vous m'avez suivi. Et ce que montrent les résultats ici, c'est le pourcentage de participants qui ont choisi le ou la candidate. Ce qu'on peut voir ici, donc dans la logique, c'était dans le domaine académique, donc on s'attendait à ce que les participants privilégient les compétences académiques, donc les diplômes. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que dans le cas dans la condition dans laquelle on avait l'homme qui avait le plus de diplômes, eh bien très logiquement, en fait, ils choisissent plutôt John que Jen. C'est relativement logique, on s'attend à la même chose pour la condition où c'est la femme qui a le plus de diplômes, bien sûr. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que ce n'est absolument pas le cas. Ils préfèrent toujours, alors un peu moins, mais ils préfèrent toujours John dans cette situation-là. Et le plus intéressant là-dedans, c'est comment les participants justifient leur choix. Parce que les chercheurs sont allés leur demander, mais finalement, comment est-ce que vous justifiez le choix que vous avez fait ? Et ce que les chercheurs ont montré de manière un peu ironique, c'est que dans un premier cas, dans le cas où c'est l'homme qui a le plus de diplômes, on le justifie par le diplôme, ce qui semble plutôt logique. Et dans le cas où c'est la femme, on va le justifier plutôt par l'expérience, alors même qu'à la base, on aurait dû obtenir le diplôme qui aurait dû être privilégié. Et donc finalement, on vient rationaliser, justifier nos décisions qui ont elles-mêmes été biaisées par le genre des personnes.
Et le petit point que je voulais faire à ce propos, c'est que sur ces biais cognitifs, en fait, ces biais de genre, là, évidemment, je vous montre des études. Alors, on peut toujours trouver des justifications à dire oui, non, mais c'est pas tout à fait transposable dans mon domaine à moi, ou on peut voilà, se trouver des raisons de ne pas être soumis à ces biais cognitifs. Sauf que ces biais cognitifs, ils sont vraiment inhérents au fonctionnement humain, donc c'est assez difficile de s'en extraire. Et pour vous faire le parallèle, en fait, je vous propose cette petite illusion d'optique. Si vous regardez la case A et la case B, vous voyez une différence de couleur. Est-ce que vous voyez une différence de couleur entre les deux cases? Oui? Oui. Alors, je vous mets un petit indice. En fait, les deux cases, elles sont exactement de la même couleur. Là, vous pouvez le voir avec l'indice, c'en est la preuve. Maintenant, si j'enlève cet indice, ben, finalement, vous les voyez toujours de couleurs différentes. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et en fait, tout simplement, on les voit toujours de manière différente parce que notre cerveau reconstruit finalement une réalité du fait qu'il y ait le bloc qui soit là et donc que la case B, elle soit à l'ombre du bloc. Et ce que je veux vous dire au travers de cet exemple-là, c'est que ces biais cognitifs ou ces biais de genre, finalement, on a beau les connaître, on a beau le savoir, bah, il n'empêche qu'on n'arrive toujours pas à les voir. Et c'est toute la perversité, je dirais, de ces biais cognitifs, c'est que finalement, ils viennent infuser la manière dont on fonctionne, quand bien même on n'y adhère pas, quand bien même on a des valeurs égalitaires, et ils agissent en fait à notre insu. Et c'est toute la difficulté de ces biais cognitifs. Et donc, la question maintenant qu'on peut se poser, c'est bon, bah alors si ça agit à notre insu, qu'est-ce qu'on peut y faire? Et donc, quelles sont, nous, en tant que femmes, en tant que fonds d'investissement, quelle marge de manœuvre on a? Le point que sur lequel je souhaiterais insister, c'est que effectivement, ces biais cognitifs, ils sont assez difficiles à contrecarrer, ils sont assez difficiles à identifier. Maintenant, tout comme notre cerveau nous joue un peu des tours, bah nous, on peut trouver des stratégies pour lui jouer des tours aussi. Et donc, il y a aussi un certain nombre de recherches qui sont en train de se développer sur la manière dont on peut contourner finalement ces biais cognitifs. Et donc, il y a tout un tas de stratégies qui sont développées. Et le plus important, c'est surtout, parce que ces biais cognitifs, on ne peut pas les éviter, en fait, ils font partie de notre fonctionnement, du fonctionnement naturel de notre cerveau. En revanche, particulièrement dans les situations qu'on pourrait dire critiques, donc les situations d'évaluation qui vont avoir de l'impact sur les gens et sur les autres, eh bien là, on peut essayer de mettre en place en fait un cadre ou un contexte qui va permettre de cadrer ou de limiter en tout cas au moins ces biais pour essayer de neutraliser ces biais de genre. Et donc je vous propose quelques recommandations. Donc on a fait un atelier cet après-midi qui était tout à fait passionnant, en tout cas pour moi aussi, parce que j'apprends aussi sur votre milieu. Et on a fait un atelier dans lequel on a creusé un peu plus. Donc là, c'est des recommandations qui sont assez larges et qui demandent à être expérimentées. Et il y en a tout un tas d'autres, mais il a bien fallu faire un choix. Alors, une des premières recommandations, c'est de définir les compétences attendues. C'est-à-dire qu'on sait très bien que si finalement on laisse aller un peu le naturel, où on laisse aller l'intuition, c'est exactement là que les biais de genre vont se régaler, finalement, ou vont venir infiltrer la manière dont vous allez réfléchir. Donc si vous définissez un petit peu auparavant les compétences que vous attendez, avec l'idée quand même d'essayer, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, l'attitude entrepreneuriale ou les compétences un peu, les soft skills qu'on attend d'un ou d'une entrepreneur, elles sont plutôt quand même très genrées masculin, très typiquement masculines. Donc l'idée ici, c'est d'essayer de réfléchir vraiment à dire quand on évalue une personne, qu'est-ce qu'on évalue? Est-ce qu'on évalue correctement les choses? Est-ce que l'image qu'on se fait de l'entrepreneur idéal, est-ce que c'est vraiment la bonne manière de faire? Et d'essayer de définir des critères, c'est la chose la plus difficile, je vous l'accorde, mais c'est important d'avoir une réflexion sur ces choses-là. Quelles compétences est-ce que vous attendez d'un ou d'une entrepreneur? La deuxième chose, c'est toujours de définir des critères d'évaluation de ces compétences, comme pour ce dont on a parlé sur les questions. Et puis, ce que vous pouvez faire au niveau de la lecture du projet, ou à un moment où vous arrivez à avoir la description en fait, de la start-up ou des éléments,
d'essayer de surligner les mots-clés attendus pour essayer d'être le plus factuel possible. En fait, c'est vraiment ça, c'est la question, ce qu'il faut pointer là-dedans, c'est vraiment la question d'être le plus factuel possible. Donc surligner les mots, le nombre de mots qui vont être cohérents avec les compétences que vous attendez, par exemple. Une autre possibilité, mais alors dans l'atelier, justement, c'était ça qui était intéressant, c'est qu'on a confronté cette possibilité d'anonymiser les candidatures, et globalement, ce qui est remonté, c'est que cette chose-là, en fait, cette stratégie-là, elle n'était pas tout à fait pertinente, c'est-à-dire dans l'idée de ne pas faire apparaître le genre, au moins dans la toute première étape, avant que vous rencontriez la personne. Bien sûr, après, ce n'est pas possible. Mais il semblerait que ce soit difficilement adaptable à vos milieux. C'est quelque chose, pourtant, dont on sait que ça fonctionne plutôt bien. L'autre possibilité, c'est effectivement si à la lecture en fait, des candidatures, vous ne pouvez pas anonymiser, sinon de le proposer à un ou une collègue qui va faire une lecture pour essayer une lecture sans la mention du genre, pour essayer de neutraliser un petit peu cette question-là, à voir si vous avez des possibilités d'adapter ça à vos procédures. Une autre caractéristique, c'est une autre possibilité, c'est également, et ça c'est important de le savoir, c'est qu'on sait très bien que lorsque le cadre de la négociation n'est pas très clair ou est ambigu, eh bien c'est très délétère pour les femmes. C'est-à-dire que c'est plus délétère pour les femmes que pour les hommes. Donc la question à se poser, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de clarifier le cadre de la négociation. Alors on m'a fait la remarque tout à l'heure qu'en fait c'était le principe d'être flou dans la négociation pour réussir à avoir la meilleure négociation possible. Donc maintenant c'est à savoir comment est-ce que vous pouvez vous réfléchir à comment faire pour clarifier les conditions de cette négociation, sinon potentiellement. Parce que en tout cas sachez que lorsqu'il y a une ambiguïté sur la structure ou sur le cadre de la négociation, eh ben c'est bien plus délétère pour les femmes que pour les hommes. Donc à voir s'il ne peut pas y avoir un travail en amont pour accompagner en fait, les personnes sur le cadre de ces négociations. Une autre initiative que vous pouvez mettre en place, c'est la question d'élargir le sourcing. En effet, il y a en tout cas des recherches et des réflexions qui sont faites dans la littérature scientifique sur le fait que finalement, étant donné que dans les fonds d'investissement, on a une majorité d'hommes, eh bien, quand on est un homme, on va plutôt tendance à aller chercher les marchés, pas tant qu'on comprend, mais peut-être sur lesquels on se retrouve le plus, où on s'identifie le plus, ou qui nous parlent le plus. Et donc, évidemment, il est fort probable que du coup, on passe à côté de tout un marché finalement potentiel ou tout un secteur potentiel sur lequel qui serait plus typiquement féminin. Et donc élargir le sourcing, donner accès au réseau à des femmes entrepreneurs sont des choses qui sont extrêmement importantes parce que ça va permettre, alors ça c'est plutôt pour augmenter le pool de candidates finalement. Et à l'échelle plus organisationnelle, c'est-à-dire en interne, dans les fonds d'investissement, la première chose qui est extrêmement importante à faire et qui est fondamentale, c'est de se fixer des objectifs, de savoir, alors donc, il semblerait que dans la charte SISTA, c'est un des critères. Et effectivement, c'est important d'avoir des objectifs à atteindre. Et ces objectifs sont importants également parce qu'ils nous permettent de mesurer. C'est-à-dire que toute la question, toute la subtilité des biais cognitifs, eh bien, c'est très simplement que, étant donné qu'on est tout à fait un peu aveugle à ces biais, eh bien, il n'y a que la mesure qui va nous permettre finalement de statuer, de savoir si ces biais cognitifs sont à l'œuvre ou pas. Et par exemple, sur la manière dont vous procédez, sur vos questions-réponses, pourquoi pas aussi, vous pourriez aussi vous dire, peut-être qu'une fois on pourrait se filmer, puis essayer de regarder finalement dans les questions qu'on pose, est-ce que avec un ou une candidate, on a des questions qui peuvent être différentes, et regarder ces vidéos après coup, et essayer de chercher à détecter finalement où vous, dans vos procédures, dans vos fonds d'investissement, dans vos procédures, eh bien, ces biais cognitifs peuvent se cacher. En fait, c'est vraiment la chasse aux biais cognitifs. Juste pour la question de la mesure, je vous illustre ça. Je souhaiterais vous poser la question de ce que vous voyez ici à l'image. Qu'est-ce que vous voyez? Je vous écoute, hein, allez-y, vous pouvez... Vous voyez quoi? Un bébé? C'est ça?
Une tête de bébé? Un chien? Alors un chien, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Alors, maintenant, je vais vous donner une aide visuelle, qui est celle-ci, et je vous remets l'image. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Une vache, en effet. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre cette image-là? C'est tout simplement qu'au départ, les choses étaient un peu opaques. Chacun projetait finalement des choses un peu sur l'image qu'on pouvait voir. Et puis, une fois qu'on vous met un filtre, si on met le parallèle avec la mesure, avec le fait de mesurer les choses et d'avoir des données chiffrées, eh bien, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, maintenant, on est tous d'accord qu'on voit une vache. Et en fait, ça met un peu tout le monde d'accord et ça met les gens face au fait accompli. Et c'est vrai que et parfois, les données, elles vont nous donner des éléments qui sont tout à fait contre-intuitifs. Donc, il faut toujours se méfier un petit peu de son intuition. Et puis sur la question de l'échelle des stratégies ou des initiatives que l'on peut mettre en place dans les organisations, c'est bien évidemment de recruter plus d'investisseuses. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de recruter plus d'investisseuses? Ça n'empêche pas les biais cognitifs, parce que ce que je ne vous ai pas précisé dans les études qu'on a vues ensemble, c'est que les stéréotypes, les femmes comme les hommes les portent. Et donc on n'a pas d'effet finalement du genre des investisseurs. D'accord? Donc ça, c'est important de retenir ça. Et donc l'idée de recruter plus d'investisseurs, pourquoi est-ce que c'est plus d'investisseuses, pardon, pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce que quand on est une femme au sein d'un fonds d'investissement dans lequel il y a 8 hommes, eh bien on est en situation minoritaire. Et là, je vous passe tout le pan de recherche sur ce que c'est que d'être en situation minoritaire dans un groupe. Mais en tout cas, on sait que là, se passe tout un tas de biais, en tout cas, sur cette question-là. Et donc, quand on recrute plus d'investisseuses, quand on a des équipes qui sont finalement plus mixtes, eh bien, l'identité de genre des personnes, elle est beaucoup moins saillante. D'accord? Donc, on voit beaucoup moins le genre dans ces situations-là et on sait que les conséquences de ça sont beaucoup moins pénibles. J'ai encore 2 minutes pour juste vous illustrer mon propos avec cette étude-là, qui est en fait proposée à des participants, je vous la décris rapidement. Cette étude, ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont proposé à des participants de lire un petit texte, en fait, à des articles de journaux qui, dans un cas, prônaient la question ou exagéraient la différence entre les femmes et les hommes, ils disaient en gros, le propos était de dire nous devons reconnaître et célébrer les différences entre les femmes et les hommes pour créer une société égalitaire. Donc là, vous voyez, on insiste en fait sur les différences entre les femmes et les hommes. Et puis dans une autre condition dans laquelle on disait plutôt, ben non, on est tous des êtres humains. Alors là, c'est un extrait, mais c'est plutôt on est tous des êtres humains. Il n'y a pas à insister sur les différences hommes-femmes. Soyons tous ensemble. Et donc, ce que les chercheurs ont montré, ici c'est une tâche, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette tâche-là, mais qui en fait mesure l'activation des stéréotypes. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que dans la condition dans laquelle on rendait le genre plus neutre, eh bien, on avait des stéréotypes qui étaient beaucoup moins activés chez les individus. Et donc, alors que quand on maximisait les différences finalement entre les deux catégories, hommes-femmes, eh bien là, les stéréotypes activés étaient plus importants. Et donc, d'où l'importance de recruter plus de femmes investisseurs, parce que là, on peut supposer que c'est un environnement dans lequel, effectivement, le genre des personnes va être beaucoup moins saillant et potentiellement, on va avoir l'activation de moins de stéréotypes. Et j'en terminerai sur cette étude qui a été menée. Alors, il y a un moment maintenant, mais vous allez voir, c'est au fil des années. En fait, je ne sais pas si vous connaissez cette action qui a été mise en place aux États-Unis. En fait, c'est les 5 orchestres symphoniques américains qui ont décidé dans les années 70, donc vous voyez, ça fait tout de même quelques années, qui ont décidé d'avoir plus de femmes en fait dans leurs orchestres parce qu'ils n'avaient quasiment que des hommes. Et en fait, ce que ces orchestres ont fait, ces comités en fait de recrutement ont fait, c'est qu'ils ont décidé de faire des auditions à l'aveugle, un peu comme dans The Voice, j'imagine que vous connaissez tous, sauf que ici c'est avec des instruments et donc dans The Voice on a la voix, donc on a des indices, donc je vous le dis, c'est biaisé. Et donc ce qu'ont fait les chercheurs, enfin, ce qu'ont fait les comités de recrutement, c'est qu'ils ont fait ces auditions à l'aveugle et puis ce qu'ils ont constaté, vous avez ici la courbe des recrutements avec la proportion de femmes qui ont été recrutées. Donc ça démarre dans les années 70, je ne sais pas si vous voyez le bas de l'écran, et puis vous voyez la courbe monter petit à petit.
Parce qu'en fait, très simplement, de ne pas voir, de ne pas être confronté au genre des personnes, eh bien, a fait que finalement les femmes avaient autant de chances que les hommes, et ça augmentait la probabilité, ces auditions à l'aveugle augmentaient la probabilité finalement de passer une étape dans le recrutement d'à peu près 50%. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention, et donc je laisse la parole maintenant à Tatiana.